de la taxation qui permet à la collectivité de se rémunérer à chaque fois qu'on va vendre donc la matière, l'énergie, le carbone. Donc si on peut voir le slide d'à côté, donc on voit que dans ce qui se passe, le fuel, regardez, c'est plus d'1 million de mégawatts. Vous voyez? Si on prend la géothermie, c'est 115, vous voyez, millions de mégawatts, biogaz 16 000, et l'hydraulique 25. Donc on voit que la part du fuel, quand même dans cela, c'est quand même énorme. Le problème, c'est que si vous mettez charbon, fuel, ce sont quand même des matières qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, de carbone, et c'est une problématique sur notre territoire, parce que ça fait partie des choses qui ne sont pas abordées. Et pourquoi ce n'est pas abordé? Parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Il faut que vous sachiez que quand on utilise l'éolien, quand on utilise le photovoltaïque, la nuit, il n'y a pas de soleil. Et comme on ne sait pas stocker l'électricité, donc on bascule dans le fuel. Donc même si c'est présenté comme étant un très bel emballage, il n'en demeure pas moins qu'il y a une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que de toute façon, photovoltaïque ou pas, il faut le fuel pour contrecarrer le fait que quand l'énergie solaire n'est plus là, il faut que ça tourne. Bon. L'autre chose qui est embêtante, c'est que les bateaux de croisière et les cargos utilisent le fuel le plus sale, c'est-à-dire du résidu de fuel, le fuel lourd. Et c'est un fuel qui est très polluant. Et il faut savoir qu'un bateau pollue pour 50 millions de voitures. Et la chose, c'est que des villes comme Bordeaux, des villes comme Marseille, ont mis des testeurs pour justement évaluer la pollution de l'air. Vous imaginez qu'on vous dit qu'une femme qui n'est même pas sur le quai, qui est à 5 km du quai et qui balade son enfant dans un berceau, ben dans la poussette, ben, l'enfant respire du gaz à effet de serre du bateau. Lorsque le bateau est à 10 km de vos côtes, il continue à émettre dans votre atmosphère des gaz à effet de serre. Alors, je dirais à polluer l'air. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé la parade, c'est le truc du Sahara, mais les choses ont montré que le résidu du bateau et le résidu du Sahara, c'est kiff-kiff, pratiquement. Mais un bateau pollue pour 50 millions de voitures. Et toute notre économie est basée sur ce qui vient de l'extérieur. Donc, chaque fois qu'un bateau vient, même un bateau de croisière, c'est une catastrophe pour notre environnement. Et vous avez vu que depuis qu'on a augmenté la cadence des bateaux, notre écosystème a pris un coup. Notre écosystème, les papillons, les coccinelles, il s'est bien passé quelque chose. On ne peut pas le nier. Donc, qui fait que c'est par rapport à tous ces problèmes-là, ça, vu notre petite surface, parce qu'il faut être honnête, la Guadeloupe, ce n'est pas une grande surface. Quand vous avez autant de bateaux qui passent dans nos eaux territoriales et quand vous avez autant de bateaux qui viennent apporter des marchandises, si un bateau pollue pour 50 millions de voitures, bon, on ne va pas pouvoir tenir longtemps à ce rythme-là, il faut se le dire clairement. Donc si on peut voir le slide suivant, la chose c'est que, vous voyez, le solaire, l'éolien et la bioénergie, c'est ce qui a augmenté au cours de l'année 2021. Tout le reste a diminué, y compris la géothermie de moins 28%. Donc c'est une production totale de millions. Donc de 1661 gigawatts en 2021, et on voit qu'il y a une chute par rapport à 2020. Passons à la suite. Alors, le problème dans toute cette affaire, c'est-à-dire si la part du fuel était aussi importante, mais que nous ne sommes pas concernés, on aurait dit, bon, on a peut-être des chances de passer entre les mailles du filet. Le problème, regardez ça, c'est que Oseberg en Norvège, le pétrole brut des Antilles-Guyane vient. Donc si on peut rajouter le texte, voilà. Les automobilistes antillais guyanais roulent avec du pétrole norvégien. Le brut est raffiné par la SARA, la grande raffinerie martiniquaise des 3 départements d'outre-mer, à la pompe. L'essence des voitures vient donc de loin, la plateforme pétrolière d'Oseberg, donc c'est elle qui nous dessert en pétrole, donc ça vient de la mer de Norvège. Continuons. Donc, à partir de là, les Antilles-Guyane sont un petit acteur du marché mondial des pétroliers océaniques, d'accord?
Ce gigantesque marché pèse 1,7 milliard de dollars par an. En comparaison, celui des Antilles Guyane représente 800 millions de dollars. D'accord? Mais un automobiliste martiniquais, guadeloupéen ou guyanais utilise autant de carburant automobile qu'un consommateur de l'Hexagone. Alors, ce n'est pas la même surface, ce n'est pas le même nombre de kilomètres quand on sort du centre-ville pour rentrer à la maison, mais au global, on consomme autant. Alors, si eux vont être impactés directement par la crise économique sur les énergies, si à consommation égale, on est dans la même dynamique, forcément, il y aura un impact violent sur l'économie guadeloupéenne. Bon. Et vous voyez, essence, diesel, gasoil ou gaz naturel, la Sahara, l'unique raffinerie des Antilles Guyane, s'approvisionne presque uniquement en Norvège. Donc voilà d'où va venir la catastrophe. La réalité, elle est là. Bon. Parce qu'il y a effectivement un meilleur rapport qualité-prix. D'accord? Oui, le but transformé dans la raffinerie du Lamentin à Fort-de-France est seulement des brevets européens, dit Brent de la mer du Nord, qui constitue la référence en Europe. 1 million de tonnes est raffiné chaque année par la Sahara. Donc, la Sahara achète principalement du Brent Rosenberg, du nom de l'un des grands gisements norvégiens. Est-ce qu'on peut voir le slide suivant? Donc, que dit le patron de la Sahara? Il dit « Nous importons l'essentiel de notre pétrole brut de Norvège, car il est de très bonne qualité. Nous avons importé du pétrole de Venezuela, mais il y a 16 ans, c'était un brut léger appelé Santa Barbara, mais c'est depuis fin 2002 que le brut vénézuélien contient trop de soufre. Donc, résultat, la chose c'est qu'à l'origine, le Brent est un nom de gisement pétrolier qui se trouve en mer du Nord. La chose c'est que vous avez vu que en ce moment, c'est une région très agitée. Parce que les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été détruits volontairement. Donc, naturellement, ça va s'emballer très vite, toute cette affaire. Hein, d'autant plus que le prix de l'énergie, c'est quand même un prix groupé entre l'électricité, le gaz et le pétrole. Donc là, on a quand même des questions à se poser sur notre avenir à nous. Donc la question, elle est très simple. La question, c'est, est-ce que nous avons intérêt à continuer à suivre les Occidentaux dans leur logique énergétique et à suivre bêtement des programmes non adaptés ni à notre climat, ni à notre environnement, ni à nos intérêts économiques, ou est-ce qu'on utilise la technique et la stratégie du casse-code? C'est tout. Haché. Bon. La chose qui se passe, c'est là où les choses deviennent très tendues, c'est que pourquoi je me suis intéressé à l'histoire? Parce qu'il y a entre nous et nous un conflit qui est celui de la crédibilité. Vous voyez, il y a un conflit, parce que le colonialisme a introduit des doutes que le noir est incapable de faire pratiquement tout. Alors qu'ils savent très bien que c'est faux et que les documents sont cachés. Et donc à partir de là, le but c'est de prendre leur propre documentation et de les confronter à leur propre réalité. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, j'étais allé dans une pharmacie pour demander une crème, une huile pour me protéger des moustiques. Et on m'a proposé toutes sortes de choses qui venaient d'Allemagne, qui venaient un peu partout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui est fait en Guadeloupe? Et la dame, elle me dit, oui, il y a la citronnelle qui est faite en Guadeloupe. Et elle se baisse au niveau de mes pieds pour prendre un flacon de citronnelle pour me dire, voilà, ça c'est fabriqué en Guadeloupe. Et j'ai expliqué à la dame que tout autant qu'on continuerait à faire ça, c'est-à-dire à mettre ce qui est de la Guadeloupe au niveau de nos pieds, pour que nos yeux ne le voient pas, et qu'on puisse croire que finalement, en Allemagne, où ils ont un climat froid, avec beaucoup moins de moustiques que nous, ils seraient plus experts dans des moustiques de chez nous qu'eux-mêmes n'ont pas. Et arriver la dynamique du Virapic. Parce qu'il faut se dire franchement, combien de personnes n'ont pas cru
que le professeur Henri Joseph avait vraiment mis au point un procédé qui était efficace. Parce qu'il y a eu aussi du doute qui a été installé, et même venant de l'Hexagone, des journalistes, on essaye toujours d'entretenir ce doute-là à notre niveau. Donc, qui fait que là, il fallait bâtir une colonne vertébrale mentale. Parce que oui, on a la colonne vertébrale physique qui nous tient debout, mais sans colonne vertébrale mentale, c'est pas possible de développer des projets en Guadeloupe. C'est pas possible que vous puissiez accorder de la crédibilité à partir du moment où l'expert vient, il dit, c'est quelqu'un de chez nous, voilà, j'ai fait ça, voilà ma démonstration. Eh bien, tout de suite, il y a ce phénomène colonial du doute qui va se mettre en jeu. Eh bien, il fallait véritablement agir pour éliminer cette option de notre cerveau et commencer à nous constituer une colonne vertébrale avec toutes les vertèbres. Parce que là, c'est pas un saut dans le vide, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est-à-dire, si sur le plan de l'énergie, nous décidons de bâtir notre propre stratégie, ce n'est pas un saut dans le vide. Parce que nous avons des experts guadeloupéens dans tous les domaines de production d'énergie dans beaucoup de pays. Mais il y a une chose qui est notoire, c'est la volonté de faire de l'énergie verte. C'est-à-dire d'arrêter de polluer l'environnement. Parce que, je vous dis franchement, la relation que nous avons avec l'environnement, ce n'est pas la relation que les autres ont. Et arrivé à un certain moment, on se pose des questions, parce qu'on voit, comme on est une petite surface, on voit tout de suite l'impact beaucoup plus rapidement que les autres, qui sont sur des plus grandes surfaces. Voyez-vous? Donc, est-ce qu'on peut, voilà le slide suivant. La chose, c'est que les quantités de pétrole de Norvège nécessaires aux Antilles-Guyane sont évaluées en temps réel par la direction de la SARA en Martinique. Elle transmet ses ordres d'achat à ses 2 traders, intermédiaires spécialisés, dont l'un est à la Barbade, l'autre à Paris. Ces traders qui sont connectés au marché physique spot de Rotterdam vont ensuite négocier avec le contact de Statoil à Oslo. Vous voyez que nous sommes dans un schéma financier mondial. Et on n'est pas toujours conscient de ça quand on va à la pompe faire un litre d'essence. Mais regardez tout ce qu'il y a derrière. Ah ben c'est tout ce qui va exploser avec la crise énergétique et avec la problématique militaire qu'il y a derrière. C'est tout cela qui va exploser, parce que je tiens quand même à rappeler une chose qui est très simple. Le gouvernement fait l'effort de contrôler les prix jusqu'au 31 décembre. Au 1er janvier 2023, c'est advienne que pourra. Ils ont averti. C'est-à-dire que jusque-là, on maintient les rênes des chevaux, après les chevaux vont être lâchés. Donc, personne n'est capable de dire quel sera le prix de l'énergie en janvier 2023. Voilà la réalité. Mais si on peut voir le slide suivant, c'est que même sur des branches, donc à ce niveau-là, les choses ont déjà commencé. Parce que regardez, Norvège grève dans le secteur pétrolier en juillet de cette année. Donc ceux qui montrent déjà qu'avec toute la dynamique qui est en train de s'installer dans les rapports entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, forcément, la Norvège, elle va être impactée. Forcément, la demande en énergie des pays européens vis-à-vis de la Norvège va devenir une tension. Alors, la question c'est, nous, on va nous mettre dans quel wagon? Le premier wagon, le wagon du milieu ou le wagon de la fin? Je tiens à rappeler que les Occidentaux, les Européens, ont dit qu'à cause de Poutine, le monde meurt de faim et que les pays du Sud n'ont rien à manger. Poutine s'est réuni avec Erdogan, ils ont affrété 70 bateaux remplis de blé pour envoyer dans leur esprit. Aux pays du Sud, ils font 50-50, et comme ça, les pays africains, les pays du Maghreb, l'Arabie, tout le monde va avoir du blé. Le problème, c'est que les Occidentaux, les Européens ont capté 68 bateaux. Et voilà. Vous vous rendez compte? Alors que tout le plan Boyer sur France 24 colonialiste, c'était de dire que oui, à cause de vous, l'Afrique ne va pas manger, l'Égypte ne va pas manger, Haïti ne va pas manger, à cause de Poutine. Donc, si vous voyez déjà à ce niveau-là comment les choses fonctionnent, au nez à la barbe de tout le monde, parce que vous avez bien remarqué que l'avant-dernier discours de Poutine n'a pas été retransmis par les médias français, parce qu'il a expliqué ça.
Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, à Saint-Étienne-Bourg, c'est passé, et là, comme par hasard, ça passe pas. Donc il y a une chose qu'il a abordée qui fait mal aux Européens. Et c'est ce problème des bateaux. Donc, on peut imaginer que quand la pression elle sera mise sur les marchés, est-ce qu'on aura la même quantité d'énergie? Est-ce qu'on aura la même quantité de pétrole? Est-ce qu'on aura même le même prix? C'est toutes ces incertitudes-là qui font qu'on doit prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir à notre stratégie. Si on peut voir le slide suivant. La problématique de fond, c'est que l'énergie, ça concerne aussi les entreprises, et notamment les compagnies aériennes. Regardez, outre-mer, l'État fait payer le carburant des Antillais aux compagnies aériennes. C'est-à-dire que les compagnies aériennes disent, voyez, dans l'outre-mer aérien, il est presque vital pour l'économie locale, alors que les compagnies retrouvent un bon niveau d'activité sur fond de flambée du prix du pétrole. Le gouvernement a décidé de tirer une balle dans l'aile des transporteurs, desservant la Martinique, la Guadeloupe et encore la Guyane. Au lieu d'augmenter les prix à la pompe, les préfets de ces 3 régions ont préféré relever les taxes sur le kérosène de 15%. Donc, ça veut dire qu'il y a manifestement des retombées économiques de la crise déjà à ce niveau-là. Et donc, on va forcément être secoué par tout cela. Est-ce qu'on peut voir le slide suivant? Vous voyez, la Norvège, c'est 6,5% du mix de la France en 2019. Vous voyez, 6,5%. Donc, là, naturellement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que vous voyez là aujourd'hui a explosé, puisque la part de la Russie, l'Algérie, tout ça, bon, on n'en est plus, voilà, on n'en est plus là. Et il y a des problèmes sérieux au Kazakhstan aussi. Donc, il fait que tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes qui va s'opérer. Sauf que la collaboration des pays du Sud n'est pas assurée. Parce que les gens ont dit, vous avez vu à l'ONU, on en a marre de se faire insulter, on en a marre de se faire traiter comme des gamins, on en a marre de se retrouver toujours dans la case des rapports coloniaux, néocoloniaux. Donc maintenant c'est fini, et vous avez vu l'Algérie, vous avez vu beaucoup de pays africains, on dit non, maintenant c'est fini. Voilà. Et il n'y a pas que le Mali d'ailleurs. Donc la chose c'est que la donne elle a changé. Donc si la donne change, il faut qu'on change aussi. Il ne faut pas qu'on reste dans des habitudes alors que la donne elle a changé partout. Si on peut voir la suite, oui voilà la Norvège, et donc à partir de ce moment-là, il y a le paradoxe de la géothermie. Alors la géothermie pour nous c'est extraordinaire parce que ça nous permettrait dans la stratégie de basculer très rapidement et d'avoir une autonomie à terme en énergie. Mais regardez ça. Est-ce qu'on peut voir là? Voilà. Le potentiel géothermique de la Guadeloupe a été sous-estimé, mais volontairement. Ça veut dire qu'on a ralenti, depuis plusieurs années, les choses ont été ralenties volontairement. Alors vous avez des déclarations médiatiques, oui, il faut aller vers le mix énergétique, oui, 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 mais dans les faits, si on peut avoir le slide suivant, voilà, dans le fait, on ralentit. Regardez, la géothermie est une ressource énergétique endogène, propre et beaucoup moins coûteuse que la production à partir du pétrole ou du charbon. Elle intéresse évidemment les autorités encore plus dans le cadre actuel de transition énergétique. D'ailleurs, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, elle est aujourd'hui le ministre, Frédéric Vidal, ministre de la Recherche et de l'Innovation, ont visité dimanche la centrale de Bouillon. Est-ce que ça a fait accélérer les choses? Non. Vous voyez, la production d'électricité à partir de a été portée à 15 MW. Ça veut dire qu'on avance, mais vraiment très lentement. On montre même la volonté de ne pas avancer. Continuons. Est-ce qu'on peut voir le slide d'après? La chose, c'est que, vous voyez, l'Observatoire des multinationales dit, mais attendez, la géothermie, Guadeloupe, la seule centrale géothermique de France a été cédée au secteur privé. Mais c'est quoi cette affaire? Vous voyez? Est-ce qu'on peut rajouter l'article? Voilà, centrale produit de l'électricité. Donc pourquoi l'État français a-t-il choisi de vendre à une entreprise privée une centrale qui pourrait servir de modèle au développement des énergies renouvelables dans les départements et régions d'outre-mer? Alors même que leur approvisionnement en électricité est aujourd'hui le plus souvent basé sur des centrales au fioul, malgré le potentiel d'ensoleillement et de chaleur souterraine. Depuis 2010, la centrale de Mouillante a connu une succession de problèmes techniques, comme par hasard,
En 2012, la centrale a connu un mouvement social de plusieurs mois, avec comme revendication l'embauche de personnel compétent pour assurer la maintenance. Donc, on voit qu'il y a un paradoxe. Continuons, le slide suivant. Voilà que, en 2009, vous voyez, décret du 17 juin 2009, donc l'année des revendications, la France va céder le sous-sol de Bouillante au conglomérat américano-israélien. Vous voyez, par décret, en date du 17 juin 2009, il est accordé à la société géothermique Bouillante pour une durée de 50 ans, jusqu'au 30 avril 1950, ça nous rappelle le 30 avril 1849, qui est le décret de dédommagement des colons, une concession de gîte géothermique à haute température d'une superficie d'environ 24 km², portant sur une partie du territoire de la commune de Bouillante et sur les fonds sous-marins, domaine public maritime. Donc, à partir de là, non seulement avec Gérald Mougré, on a tenu à vous montrer le document pour que vous compreniez bien que ce n'est pas, je dirais, quelque chose qu'on a sorti du chapeau, mais que c'est vrai dans le dos des gens de Bouillante et dans le dos de la Guadeloupe, on a cédé donc le sous-sol à une société privée pour l'exploiter jusqu'en 2050 sans demander l'autorisation à personne. Donc, qui fait que lorsqu'on dépose notre dossier de création d'usine, il va y avoir la problématique, puisque le but du jeu, c'est d'obtenir l'autorisation de forêt. Mais vous comprenez bien que comme le sous-sol appartient à Tel Aviv, la question, on s'est dit, où est-ce qu'il faut qu'on prenne un avion pour aller à Tel Aviv? En fait, excusez-moi, oui, excusez-moi. Voilà, donc chez moi, c'est chez vous. C'est vrai que ça a été fait dans mon dos, mais en tout cas, chez moi, comme c'est chez vous, je suis venu vous demander, est-ce que je peux chez moi forer pour avoir... voilà, chez vous, est-ce que je peux forer pour avoir chez moi ma proposée? Voilà la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi. Mais vous savez, il y a une chose, quand je vois ça, il y a une chose, c'est que ça me rassure toujours, je suis en Guadeloupe. Non, c'est-à-dire à un tel niveau de n'importe quoi, je me dis, mais oui, c'est normal, on est en Guadeloupe. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, hein, parce que là, chez moi, je vous dis, quand on fait des réunions à l'UAG et compagnie, les gens ne sont pas contents, je leur dis, la Guadeloupe, c'est le Far West. Il n'y a rien qui fonctionne, je vous le dis en face. Tu appelles un gars, tu lui dis, tu vends un yaourt qui est trop sucré, et qu'il y a une loi qui t'interdit de dépasser un taux de sucre lorsque tu vends des yaourts dans un magasin. Le magasin, si tu as des Carrefour, tu as des Auchan. Si tu vas dans l'Hexagone ou tu vas en Europe, tu ne peux pas vendre un yaourt avec ce taux de sucre-là dans un magasin européen. On te dit oui, mais la Guadeloupe, c'est l'Europe. Le gars te répond, écoutez l'affaire. Il faudrait boycotter. Appelez votre avocat, j'appelle le mien, rendez-vous au tribunal à Basse-Terre. Voilà la réalité. Voilà, c'est le Far West. Oui, c'est ça, c'est le Far West. Bon, est-ce qu'on peut voir le slide suivant? Ça, c'est important. Alors, juste avant de mettre la vidéo, vous avez, et ça, c'est mon peuple. Mon peuple est en train de prendre un bain d'eau chaude sous une mine d'or, une mine de diamants. Mais, vous voyez, personne n'a dit aux gens que s'il y a des émanations d'eau chaude là, c'est qu'il y a du diamant en dessous, de l'énergie pure. Et les gens s'amusent avec ça. Mais je vous le dis, hein, les gens s'amusent avec ça, tandis que l'autre qui vient à 7000 km a déjà vu les pépettes. Parce que je vous inviterai, par exemple, à aller voir le nombre de sociétés qui ont été créées depuis qu'on a géothermie bouillante par des capitaux étrangers à la Guadeloupe, ou qui viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été créées pour pouvoir avoir et exploiter la manne géothermique de la Guadeloupe parce que c'est de l'or. Écoutez ce qu'ils disent dans le journal. Totalement. Donc il faut juste augmenter le son. Oui, à partir de l'ordinateur, j'avais baissé le son. Et qui se cache juste sous nos pieds, la géothermie, exploiter la chaleur souterraine issue de l'activité volcanique. Une centrale fait figure de modèle en France.
Celle de Bouillante en Guadeloupe, elle produit 8% de l'électricité de l'île. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Lerouge, Yann Moine. Une eau à 27 degrés au large et à près de 40 degrés dans ce petit bassin au pied du volcan de la Soufrière. On est dans une source d'eau chaude. Il y a autour de nous des points où l'eau sort avec une certaine vapeur. Et cette eau nous permet de nous détendre, de faire du bien à nos rhumatismes. C'est agréable. Agréable pour les riverains, bien utile pour les géologues. Cette eau chaude isolée est le signe qu'il y a en dessous une véritable mine d'or. Cette eau chaude en profondeur, elle fait près de 250 degrés et que cette eau chaude peut être utilisée pour faire de l'électricité, notamment à partir de la vapeur d'eau qu'on récupère en profondeur. Pour que ça marche, il faut un volcan pour produire de la chaleur, de l'eau de mer et de l'eau de pluie qui s'y infiltrent et des failles où se concentre l'eau en ébullition. Il suffit ensuite de forer pour récupérer la vapeur et la transformer en électricité. C'est ici que se fait l'opération, dans la commune bien nommée de Bouillante. Cette centrale produit 15 MW, ce que consomme une ville de 40 000 habitants. Vous avez par exemple, si on prend le point C, hydraulique, c'est la force de l'eau qui va entraîner une roue et qui va la faire tourner. Ça, c'est la force de la vapeur qui va entraîner la roue et la faire tourner. Cette électricité coûte 25% de moins à produire que dans une centrale au fioul. Autre avantage pour EDF qui la rachète, elle est totalement propre et plus facile à maîtriser que l'énergie solaire ou éolienne. C'est une énergie renouvelable qui est garantie. Si on compare avec le photovoltaïque, par exemple, la nuit, le photovoltaïque ne produit pas. Alors que la géothermie, elle, produit 365 jours par an, 24 heures sur 24. Encouragée par le gouvernement, la géothermie devrait se développer rapidement ici. Si elle ne couvre que 8% des besoins de la population, elle devrait passer à 30% d'ici à 2020 avec la construction d'une nouvelle centrale. Vous voyez que voilà, beaucoup de retard donc, a été pris. Voilà. Si on peut avoir le slide suivant. Voilà. Alors, ici, je dirais, c'est une réunion, donc Forum des transitions pour une carrière durable, donc, à laquelle M. Bougré a participé, avec les responsables de tout ce qui concerne d'une façon générale l'énergie, et notamment le responsable M. Lafont de la région.